Au lendemain d'un divorce qui avait déjà fissuré l'image d'un couple emblématique de la gauche française, Ségolène Royal a brisé le silence et déclenché une onde de choc politique et émotionnel en révélant une vérité longtemps étouffée sur François Hollande. L'annonce a frappé comme un coup de tonnerre, relayée en boucle par les chaînes d'information et amplifiée par les réseaux sociaux où les réactions se sont enflammées en quelques minutes. Les soutiens historiques sont restés médusés, certains parlant de trahison morale, d'autres d'un malaise ancien désormais mis à nu. La presse nationale et internationale s'est emparée du sujet avec une rare intensité, décortiquant chaque mot, chaque silence, chaque conséquence possible sur l'héritage politique de l'ancien président. Dans l'opinion publique, la stupeur a laissé place à la colère ou à la compassion selon les camps, révélant à quel point cette relation avait façonné l'imaginaire collectif. Ce dévoilement brutal a ravivé des blessures politiques et personnelles, rappelant que derrière les discours officiels se cachèrent des tensions profondes, aujourd'hui exposées sans filtre au regard d'un pays entier. La révélation ne surgit pas comme un simple règlement de compte intime, mais comme l'effondrement progressif d'un édifice politique et sentimental que beaucoup croyaient solide depuis des décennies, lorsque Ségolène Royal décide enfin de dire ce qui selon elle devait être su depuis longtemps sur François Hollande. Et à mesure que ces paroles se diffusent, les détails s'accumulent et prennent une ampleur considérable. Royal évoque une succession de moments précis, des réunions feutrées, des regards évités lors des grandes soirées politiques, des silences prolongés dans l'intimité familiale, autant de signes qui au jour 8 apparaissent comme des alertes ignorées. Elle décrit un homme déjà ailleurs, concentré sur sa trajectoire personnelle, obsédé par le pouvoir et les équilibres d'image, au point de laisser installer une distance froide, presque administrative, au cœur même de leur relation. Ces confidences appuient sur des scènes que les Français avaient vues sans les comprendre, des sourires figés lors des meetings, des arrivées séparées aux événements officiels, des déclarations publiques soigneusement calibrées, qui sonnaient justes mais semblaient privées de chaleur humaine. Selon Royal, ce décalage n'était pas une impression, mais le reflet d'une réalité intime marquée par une stratégie permanente où le politique prenait toujours le pas sur le personnel. La violence du choc médiatique tient aussi aux propos attribués à Hollande lors de discussions privées, des phrases qui auraient révélé un cynisme assumé et une capacité à compartimenter sa vie sentimentale avec une rigueur glaçante. Les commentateurs soulignent alors que certains journalistes avaient autrefois évoqué en coulisses une mécanique de pouvoir froide, mais sans jamais disposer de témoignages directs aussi précis. Les images des archives repassent en boucle, montrant un couple souriant devant les caméras, tandis que la narration de Royal donne à ces images une tonalité radicalement différente, presque troublante, les soutiens de l'ancien président tentent de minimiser parlant de ressentiment tardif, mais l'effet est déjà là, car opinion publique, redécouvre chaque séquence passée à la lumière de ces révélations, et les réseaux sociaux amplifient chaque extrait, chaque citation rapportée, chaque geste analysé. Les signes avant-coureurs deviennent évidents aux yeux de beaucoup, les absences répétées, les priorités affichées, les décisions prises sans concertation intime, autant d'éléments qui composent désormais un récit cohérent et implacable. La presse étrangère en empare à son tour, décrivant non seulement un divorce personnel, mais une fracture symbolique au sommet de l'État français à l'époque où ce couple incarnait espoir une gauche renouvelée. Dans les cercles politiques, les réactions oscillent entre gêne et sidération. Certains anciens proches, reconnaissant à demi-mot que cette part des ombres était connue mais jamais exprimée publiquement. Royal insiste sur le fait qu'il ne agit pas de vengeance mais une mise en lumière nécessaire une vérité longtemps tue, et à mesure que le flot de détails se poursuit, le public a le sentiment assister en direct à la relecture une page majeure de la vie politique française, dont les coulisses apparaissent soudain bien plus sombres et complexes que les discours officiels ne l'avaient laissé croire. Dans le prolongement de ces révélations qui reconfigurent la lecture de toute une époque, le regard se tourne vers les origines et l'enfance de Ségolène Royal, là où se dessinent des lignes de force longtemps restées discrètes. Née dans un environnement familial marqué par l'austérité et la rigueur, elle grandit dans une atmosphère de discipline stricte où l'expression des émotions était contenue et la réussite perçue comme une obligation. Les récits qui émergent au jour 8 éclairent des scènes d'une jeunesse exigeante, des déménagements successifs, une fratrie nombreuse, des ressources comptées et un père autoritaire dont l'ombre pesa durablement sur la construction de son caractère. Dans ces années fondatrices, la jeune Royal apprend à observer, à se taire, à encaisser et à transformer les contraintes en énergie de dépassement. Des proches de l'époque se souviennent une adolescente studieuse, déterminée, déjà consciente que l'ascension sociale passerait par l'excellence scolaire et la maîtrise de soi. Ces témoignages résonnent avec ses propos actuels lorsqu'elle évoque une capacité précoce à supporter la pression et à lire les non-dits, une aptitude forgée très tôt au sein d'un foyer où chaque geste était scruté et chaque mot pesé.
Les images D archives de ces années D études montrent une jeune femme réservée mais inflexible, avançant avec une concentration presque farouche comme si chaque étape devait être franchie sans détour. Les difficultés matérielles et affectives deviennent alors des moteurs et non des freins, nourrissant un rapport au monde où la lucidité prime sur elle illusion. Certains anciens camarades évoquent des confidences tardives, où Royal parlait d'eux, une enfance qui l'avait rendue méfiante face aux promesses trop lisses et aux sourires de façade. Ces éléments prennent aujourd'hui une dimension nouvelle, car ils expliquent en filigrane sa sensibilité aux dissonances entre discours et réalité et sa réaction face aux comportements qu'elle jugeait calculateurs. Les signes étaient là bien avant la vie publique, une attention obsessionnelle aux détails, un besoin de cohérence morale et une résistance intérieure forgée par les épreuves. Les médias qui revisitent ce parcours mettent en parallèle cette jeunesse austère et la fermeté de ses prises de position ultérieures, soulignant que la femme politique D aujourd'hui est indissociable de elle enfant qui a grandi dans elle effort et le silence. En exposant ces fragments de mémoire, Royal ne cherche pas la compassion, mais contextualise une trajectoire où chaque choix semble répondre à une logique ancienne, celle de ne jamais se laisser aveugler et de nommer les choses lorsque le poids du non-dit devient insoutenable. Dans la continuité de cette trajectoire façonnée par la rigueur et l'exigence, surgit le moment où Ségolène Royal bascule dans la pleine lumière et devient un visage familier pour des millions de Français, lorsque son ascension politique se cristallise autour d'une série d'événements décisifs. Son passage par École nationale des administrations, ouvre la voie à une entrée remarquée dans les cercles du pouvoir. Mais c'est et surtout sa nomination comme ministre délégué à Environnement, puis à la famille, qui la propulse au premier plan. Les images de cette période montrent une femme ferme, posant une parole directe et assumée face à des interlocuteurs souvent surpris par son assurance. Elle impose un style reconnaissable, fait de proximité affichée et de détermination inflexible, ce qui lui vaut à la fois une popularité rapide et des résistances internes. Ces réformes sur la protection de l'enfance et la responsabilité parentale marquent les esprits, car elles sont portées par un discours incarné, nourri de références personnelles et une volonté affichée de rompre avec les postures technocratiques. Les médias commencent alors à parler une figure atypique, capable de capter attention au-delà des clivages habituels. Les signes avant-coureurs de sa notoriété massive apparaissent lors de déplacements de terrain très médiatisés, où les foules se pressent pour écouter et où chaque déclaration est reprise et commentée à l'instant. Les caméras saisissent des moments de tension et de ferveur, révélant une capacité rare à transformer un discours politique en événement. Son apogée médiatique survient lors de sa désignation comme candidate à l'élection présidentielle de 2007, un tournant historique qui la place au centre d'une effervescence nationale sans précédent. Les meetings deviennent des spectacles politiques, où chaque geste, chaque inflexion de voix est scruté, analysé, disséqué. Ces prises de parole, souvent improvisées, frappent par leur intensité et leur dimension émotionnelle, suscitant un engouement populaire massif, mais aussi une polarisation brutale. Les images de foules compactes brandissant des pancartes à son nom contrastent avec les plateaux de télévision où ses propos font débat et alimentent des controverses incessantes. Des phrases prononcées à chaud deviennent virales avant l'heure et participent à construire une figure publique aussi admirée que critiquée. Certains observateurs notent déjà des tensions internes et des fractures au sein de son entourage politique, des signes qui aujourd'hui prennent une résonance particulière à la lumière des révélations ultérieures. Malgré la défaite électorale, cette campagne installe durablement Royal dans l'imaginaire collectif comme une actrice majeure de la vie politique française. Son retour en force à la tête de la région, Poitou-Charentes, confirme cette stature avec des choix politiques audacieux et une communication maîtrisée qui entretient son image de femme de caractère. Les médias suivent chaque initiative, chaque déclaration consciente que son nom suffit à créer événement. À travers ces étapes successives, se dessine une notoriété bâtie sur des moments clés, des décisions tranchées et une exposition constante qui ont forgé une figure publique impossible à ignorer et dont chaque prise de parole continue d'être perçue comme un signal fort au cœur du débat national. Dans le prolongement naturel de cette exposition permanente entre sphère publique et engagement politique, la vie personnelle de Ségolène Royal apparaît comme un territoire longtemps protégé, mais traversé de tensions silencieuses qui aujourd'hui prennent un relief particulier. Mère de 4 enfants, elle a toujours insisté sur l'importance du cadre familial comme point d'ancrage au milieu des tempêtes médiatiques. Les scènes de son quotidien, que certains proches décrivent, montrent une femme attentive au rythme scolaire, aux moments partagés, loin des caméras cherchant à préserver une normalité précieuse, malgré les contraintes une carrière exposée. Les images rares diffusées au fil des années laissent entrevoir des instants de complicité discrète, des repas simples, des discussions tardives et une organisation rigoureuse pour concilier responsabilité publique et rôle maternel.
Cette exigence constante aurait renforcé un sentiment de solitude intérieure selon plusieurs témoignages, car la charge émotionnelle demeurait largement assumée en silence. La relation avec le père de ses enfants, longtemps présentée comme un partenariat solide, cachait des déséquilibres que Royal évoque désormais avec retenue mais fermeté. Elle parle une cohabitation marquée par des absences répétées et une priorité accordée à la carrière politique au détriment de la vie domestique, des détails qui résonnent fortement avec les révélations précédentes. Sur le plan matériel, elle a toujours privilégié des lieux de vie sobres, souvent décrits comme fonctionnels, loin du faste attendu pour une figure nationale. Ses résidences successives en province puis à Paris sont décrites comme des espaces de travail autant que de repos, avec des piles de dossiers et des bibliothèques chargées et peu d'éléments ostentatoires. Des proches évoquent une maison où la discipline et le silence dominaient surtout lors des périodes de forte pression médiatique. Ces choix de vie reflètent une volonté de contrôle et de stabilité, forgée dès l'enfance et renforcée par l'exposition publique. Les signes avant-coureurs des Hebrew, une fracture intime, apparaissent dans certaines séquences passées, où Royal était vu seul lors d'événements familiaux ou quittant rapidement des rassemblements mondains pour rejoindre un cadre plus intime. Aujourd'hui, ces images sont relues comme des indices un isolement progressif. Elle confie à demi-mot que la protection de ses enfants a souvent dicté ses silences et ses compromis, acceptant de porter seule certaines tensions pour préserver leur équilibre. Les médias qui attardent désormais sur cette dimension personnelle soulignent la cohérence un parcours où la vie privée a jamais été un refuge paisible, mais un espace de résistance et de responsabilité constante. À travers ces fragments de quotidien se dessine le portrait une femme qui a tenu la barre sans éclat inutile, mais avec une endurance remarquable et dont chaque révélation actuelle éclaire rétrospectivement des choix de vie longtemps incompris par l'opinion publique. La déflagration provoquée par ces confidences étend désormais bien au-delà du cercle politique et transforme l'espace médiatique en véritable chambre d'écho où chaque réaction alimente la tension. Lorsque Ségolène Royal laisse filtrer cette vérité longtemps contenue, la réponse du public est immédiate et viscérale. Des milliers de messages affluent en quelques heures, traduisant stupeur, colère et parfois un sentiment de désillusion profonde chez ceux qui avaient projeté dans ce couple une certaine idée de la loyauté et de la cohérence morale. Les plateaux de télévision embrasent les éditorialistes, interrompent leur programmation pour analyser l'impact émotionnel et symbolique de ces révélations. Les images de Royal graves et déterminées contrastent avec les archives plus anciennes, où elle apparaissait aux côtés de François Hollande, souriante et confiante, créant un choc visuel qui renforce la dramaturgie du moment. Dans les rédactions, les journalistes se remémorent des scènes passées, longtemps banalisées, une posture distante, un échange de regards évité, une phrase trop neutre lors d'un événement officiel, et ces détails prennent soudain une valeur explosive. Les amis du couple, certains au jour silencieux, des autres plus audacieux, laissent entendre que la vérité circulait à bas bruit depuis des années sans jamais franchir le seuil du témoignage public. Cette libération de la parole agit comme un déclencheur et provoque une cascade de prises de position. Anciennes figures politiques, compagnons de route et proches anonymes décrivent une atmosphère de malaise ancien, confirmant que ces révélations ne tombent pas du ciel, mais cristallisent un ressenti diffus. Les réseaux sociaux amplifient chaque séquence, chaque image de archive, chaque citation rapportée, transformant l'affaire en feuilleton national, suivi heure par heure. La presse étrangère en empare à son tour parlant un séisme intime, aux répercussions politiques durables et soulignant la rareté d'un tel dévoilement. Dans la tradition française habituellement plus pudique, les signes avant-coureurs apparaissent désormais évidents pour beaucoup. Les silences prolongés lors des interviews conjointes, les déplacements séparés, les priorités affichées sans justification intime. Autant des indices qui, aujourd'hui, sont relus comme les fragments une histoire disloquée. Les proches de Royal décrivent une femme longtemps contenue dont la parole actuelle serait le fruit une accumulation patiente et douloureuse. Dans le même temps, les soutiens de Hollande tentent de contenir onde de choc, parlant de vie privée instrumentalisée, mais leur voix se noie dans un flot d'analyses et de réactions passionnées. Les images anciens meetings où le couple incarnait unité prennent une tonalité presque irréelle, tant le contraste est saisissant. Opinion publique, assiste à une relecture collective du passé, où chaque détail est disséqué, chaque silence interprété et chaque geste revisité. Dans cette atmosphère électrique, le récit avance comme une succession de révélations indirectes nourries par les réactions elles-mêmes, car chaque commentaire, chaque émotion exprimée renforce l'impression assister à un moment charnière où une figure publique choisit de reprendre le contrôle de son histoire sous le regard intense et parfois impitoyable un pays entier captivé par ce dévoilement sans précédent. La tension atteint alors un niveau inédit lorsque les réactions cessent d'être de simples commentaires pour devenir des actes publics visibles presque physiques dans l'espace médiatique et social. À mesure que les jours passent, le climat se durcit et l'affaire installe comme un sujet dominant qui éclipse toute autre actualité politique.
Les salles de rédaction fonctionnent en continu, cherchant de nouveaux angles de lecture, de nouveaux témoignages, de nouvelles images capables de traduire l'ampleur du choc. Les visages des chroniqueurs trahissent une forme de gravité inhabituelle, comme si chacun mesurait que ce qui se joue dépasse un simple épisode sentimental pour toucher à une représentation collective du pouvoir et de l'intimité. Des unes de journaux se succèdent avec des titres lourds de sens, tandis que les photos choisies opposent systématiquement deux époques, deux attitudes, deux expressions désormais incompatibles. Les proches de Ségolène Royal racontent en coulisses une femme à la fois soulagée et éprouvée, consciente que cette parole libérée déclenche une tempête qu'elle ne contrôle plus totalement. Des amis de longue date décrivent des échanges tardifs, marqués par une lucidité froide et une fatigue accumulée, comme si le poids du silence porté pendant des années venait soudain de tomber. Les témoignages indirects se multiplient et dessinent un paysage émotionnel dense, fait de non-dits anciens, de compromis répétés et de renoncements acceptés pour préserver une façade. Les journalistes politiques rappellent alors des épisodes oubliés, des décisions prises dans l'urgence, des changements de cap inexpliqués, des absences remarquées lors de moments clés, autant d'éléments qui prennent désormais une coloration différente. Dans les cercles militants, la fracture est palpable. Certains se sentent trahis par une image idéalisée. Autres saluent le courage. Une parole jugée nécessaire. Les débats deviennent passionnés, parfois violents, révélant une attente profonde de transparence, que cette affaire vient brutalement satisfaire. Les réactions internationales ajoutent une pression supplémentaire, car l'affaire est décrite comme un cas d'école sur la difficulté à concilier pouvoir et vérité intime. Des éditorialistes étrangers évoquent un théâtre politique français où les masques tombent tardivement, mais de manière spectaculaire. Pendant ce temps, François Hollande apparaît plus discret que jamais. Ses rares apparitions publiques sont scrutées à la loupe, chaque expression, chaque hésitation, chaque silence étant interprété comme un signe. Les images captées à la sortie de rendez-vous ou lors des événements culturels montrent un homme fermé, distant, presque absent, et ce contraste alimente encore la dramaturgie générale. Les analystes soulignent que ce mutisme renforce paradoxalement la force du récit adverse, laissant l'espace public se remplir de commentaires et interprétations non contredites. Dans l'opinion, une forme de lassitude se mêle à la fascination car chacun a le sentiment assister à une déconstruction en temps réel. Un mythe politique. Les réseaux sociaux continuent de fonctionner comme un amplificateur émotionnel, transformant chaque détail en symbole et chaque réaction en preuve supplémentaire que le récit officiel autrefois ne tient plus. Les signes autrefois imperceptibles deviennent des évidences partagées, et l'histoire collective se réécrit sous les yeux un public captivé. Dans cette atmosphère lourde et électrique, le flux d'informations ne ralentit pas. Il s'intensifie, donnant l'impression que chaque heure apporte un nouvel élément, une nouvelle lecture, une nouvelle tension, et que la vérité désormais exposée agit comme un révélateur implacable une époque révolue mais jamais réellement comprise jusqu'à maintenant. À ce stade, la dynamique change encore, car la révélation cesse d'être seulement commentée et commence à produire des conséquences tangibles dans les cercles de pouvoir et dans la mémoire collective. Les réunions politiques deviennent plus tendues, les conversations privées plus prudentes, car chacun sent que les frontières entre vie publique et vérité intime ont été durablement déplacées. Des figures autrefois discrètes choisissent de parler à leur tour, non pour ajouter des faits, mais pour décrire une atmosphère, une façon d'être, une distance émotionnelle, qu'ils disent avoir ressentie sans jamais oser la nommer. Ces récits fragmentaires emboîtent lentement et donnent au public l'impression un puzzle dont les pièces manquantes apparaissent enfin. Les images ressorties des archives prennent une charge émotionnelle nouvelle, une main retirée trop vite, un regard fuyant, lors une cérémonie officielle, une posture figée, lors d'une victoire politique censée être partagée. Tout ce qui semblait anodin devient signifiant et nourrit un sentiment collectif de dévoilement progressif. Dans les rédactions, les journalistes parlent d'un avant et d'un après, conscients que cette affaire redéfinit la manière dont seront lues les trajectoires personnelles des responsables publics. Les conversations de café et les débats de télévisée enchaînent avec une intensité rare mêlant empathie, indignation et fascination pour cette vérité qui avance sans être totalement formulée. Des proches racontent que la principale intéressée avance désormais avec une détermination calme, presque austère, comme si chaque réaction extérieure confirmait la nécessité de sa démarche. Certains évoquent des propos tenus en privé où elle aurait reconnu avoir longtemps sous-estimé la portée symbolique de son silence. Les observateurs notent que cette prise de parole tardive agit comme un révélateur pour toute une génération politique invitée, malgré elle, à rendre des comptes non plus seulement sur ses décisions, mais sur sa cohérence humaine. Dans le même temps, le public semble partagé entre un besoin de comprendre et une forme de vertige face à l'effondrement une image familière. Les réactions ne essoufflent pas, elles se transforment, passant du choc brut à une analyse plus froide, mais tout aussi implacable. Les signes de malaise autrefois dispersés alignent désormais dans un récit continu et crédible, et cette cohérence renforce l'impact émotionnel de l'affaire.
Les discussions se déplacent vers des thèmes plus larges. La solitude du pouvoir, la part de stratégie dans les relations humaines. Elle, usure provoquée par des années de exposition permanente. Chaque témoignage, chaque analyse ajoute une couche supplémentaire à une histoire qui semble se raconter de elle-même sans jamais revenir en arrière. Dans ce climat saturé de émotions et de symboles, le sentiment dominant reste celui de assister à une bascule lente mais irréversible, où la vérité révélée ne peut plus être refermée et où le regard porté sur le passé se trouve durablement transformé sous les yeux d'un public suspendu à chaque nouveau frémissement de cette affaire devenue bien plus qu'un simple épisode personnel. Le récit poursuit sa course avec une intensité presque suffocante, car l'affaire S installe désormais dans le temps long et modifie en profondeur la perception collective de toute une séquence politique. Les observateurs parlent une cicatrice durable qui traverse l'opinion et oblige chacun à reconsidérer ses certitudes. Les réactions deviennent plus intimes, plus réfléchies, moins explosives, mais tout aussi chargées émotionnellement, car le public mesure que ce dévoilement agit comme un miroir tendu à la société elle-même. Dans les témoignages recueillis au fil des jours, revient souvent l'idée une fatigue morale partagée, celle avoir cru à une cohérence qui n'existait peut-être que dans les apparences. Les images diffusées continuent de frapper non par leur nouveauté, mais par leur relecture silencieuse. Un sourire figé prend des allures de masque, un geste anodin devient symbole d'éloignement. Les discussions se font plus graves dans les cercles intellectuels où on évoque la violence du non-dit et la façon dont il finit toujours par ressurgir. Les proches décrivent une atmosphère lourde, mais étrangement apaisée, comme si la parole, enfin libérée, permettait d'avancer malgré la tempête médiatique. Les réactions du public évoluent vers une forme de maturité collective où l'émotion brute cède la place à une compréhension plus large des mécanismes du pouvoir et de ses coûts humains. Cette histoire cesse peu à peu d'être seulement celle de deux individus pour devenir celle d'une époque confrontée à ses propres contradictions. Le silence qui entoure désormais certaines figures publiques résonne plus fort que importe quel discours et renforce la sensation assister à une transformation irréversible du regard porté sur le passé. Dans cette continuité tendue, le flux narratif ne se rompt pas, il s'épaissit, donnant au lecteur le sentiment d'être entraîné au cœur un moment où chaque souvenir, chaque image, chaque réaction assemble en une fresque dense et troublante dont les répercussions continuent de se déployer sous ses yeux sans qu'aucune issue ne soit encore visible. Dans ce moment de vérité exposé au grand jour, il convient de saluer la force et la constance de Ségolène Royal, qui a traversé les épreuves sans jamais renoncer à sa dignité ni à son exigence morale. Son parcours révèle une femme debout capable d'affronter le regard public avec courage en assumant le poids de son histoire personnelle et politique. Cette parole tardive, mais maîtrisée, ne cherche ni le fracas gratuit ni la revanche. Elle affirme une fidélité à soi-même et une volonté de clarté qui force le respect. Derrière la tempête médiatique se dessine une trajectoire faite d'endurance de travail et d'engagement au service de l'intérêt général. C'est cette constance qui mérite aujourd'hui reconnaissance et empathie, car elle rappelle que la vérité peut être une épreuve, mais aussi une libération. Si ce récit vous a touché, soutenez ce travail en cliquant sur like, en partageant autour de vous et en vous abonnant pour ne rien manquer des prochaines analyses et révélations.